Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, un sujet qui va vraiment intéresser les hommes. On parle de testostérone et pour l'occasion, j'ai reçu le nutritionniste sportif Steven Couture. Steven a fait beaucoup de recherches en lien avec la testostérone et dans le podcast de cette semaine, on décortique cette hormone-là. Fait que c'est quoi son rôle? Qu'est-ce que ça fait, la testostérone, dans le corps d'un homme? Ensuite, on va parler de stratégies pour augmenter nos niveaux naturels de testostérone, soit avec les suppléments alimentaires ou bien via l'alimentation. On va parler d'andropause également. Bref, on parle beaucoup de testo dans le podcast de cette semaine. Donc, clairement, un sujet qui va intéresser les hommes. Et c'était vraiment une conversation super intéressante. J'ai appris beaucoup de choses avec Steven. C'est vraiment quelqu'un qui connaît tout ce qui est alimentation, suppléments. Il fait beaucoup de recherches. Il est arrivé avec des stats, des études aussi. Donc, ça rend ses paroles plus crédibles. Donc, j'adore Steven dans sa manière d'expliquer les choses. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Bref, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec lui aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Fait que, on va y aller comme ça. On décolle le podcast à l'instant. Steven, merci d'être sur l'épisode aujourd'hui. C'est la première fois que tu viens jaser avec moi. T'es plus connu sous le nom du nutritionniste sportif sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en fait. Puis ça fait longtemps que tu runs le show dans la nutrition sportive au Québec, là. Écoute, moi, ça fait longtemps que je te suis. Ça fait t'as plus de 10 ans d'expérience en clinique, là. Fait que quand on va dire en clinique, c'est avec du vrai monde. Fait que tu fais pas juste tu lis des livres, tu lis des études, puis tu étudies ça, mais tu l'appliques aussi sur des vraies personnes. Puis tu as un background aussi en nutrition sportive. Fait que évidemment qu'on va parler de ce beau parcours-là. Puis aujourd'hui, on va parler d'optimisation de la testostérone chez l'homme, sujet vraiment intéressant que nous, en étant hommes, c'est sûr, ça va nous intéresser, mais on va parler de ça. Fait que j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter aussi avant d'aller plus loin dans le sujet, puis d'où vient ton intérêt vers la nutrition, puis pourquoi la nutrition sportive. Puis je te laisse aller, là, tu peux faire un 5 minutes, un 10 minutes. Là, on n'est pas vraiment go with the flow. Good. Fait que, comme tu as dit, mon nom c'est Steven Couture, nutritionniste du sport depuis maintenant 11 ans. En fait, j'ai ouvert ma première clinique en 2014, c'était dans la ville de Québec. Puis à ma connaissance, c'était la première clinique de nutrition sportive, dans le fond, à Québec. Sûr qu'à Montréal, il y a eu comme... Je pense que les pionniers étaient plus côté de Montréal puis tout ça. Okay. Mais à Québec, c'est vraiment moi. Puis c'est sûr que j'ai un background... j'ai étudié mon bac qui était en nutrition à l'Université de Moncton. J'ai fait ma maîtrise en nutrition sportive à l'Université Laval. Puis avant ça, moi j'avais une passion pour l'entraînement puis pour la kinésiologie. Fait que si je me souviens bien, au cégep, ça date quand même peut-être, je sais pas, de quasiment 15 ans, j'avais commencé à faire une technique en physiothérapie dans l'optique d'être physiothérapeute, coach puis tout ça. Parce que initialement, ce qui m'a amené là, c'est ma passion pour l'entraînement puis le fitness. Fait que tu sais, ça fait 18 ans que je m'entraîne à chaque semaine. Je prends une semaine off par année pour récupérer tout ça, mais tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est un lifestyle puis tout ça. Puis c'est sûr que j'ai étudié comme la physiothérapie, puis ça m'a fait, j'ai changé un petit peu comme de carrière à cause que je trouvais que j'étais trop dans la bulle des personnes à ce moment-là. Tu sais, je trouvais que c'était très invasif tout ça. Puis sûrement peut-être par manque de maturité, j'avais pas nécessairement la meilleure approche avec comme les clients. Fait que là, au fil du temps, je me suis dit, j'aimerais ça avoir une profession où est-ce que, tu sais, je suis un peu, pas à distance, mais tu sais, où est-ce que c'est comme un peu moins invasif, tout ça, puis que je peux plus conseiller comme les clients en face à face et non d'être dans leur bulle, puis de les manipuler, puis tout ça. Puis peut-être que la clientèle aussi qui était blessée ou gériatrique, c'était peut-être moins dans ma branche un peu. Fait que, tu sais, moi, je voulais vraiment plus tourner vers le côté sportif. Fait que j'ai fait la transition de physiothérapie à nutrition pour la maîtrise par la suite. Ce qui m'a apporté à faire de la recherche en nutrition sportive
plus précisément sur les côtés des suppléments alimentaires, donc consommation de suppléments chez les jeunes athlètes, au Québec principalement. Suite à ça, on a évalué les connaissances en entraîneur, les connaissances en nutrition des entraîneurs au Québec. Puis j'ai publié 3 études scientifiques sur ça. Fait que si, mettons, tu vas sur PubMed, tu tapes mon nom, tu vas voir mes 3 articles. Oui. Donc, un sur les suppléments, un sur la nutrition sportive et les connaissances en nutrition des entraîneurs au Québec. Puis un autre, j'étais sorti un petit peu de mon expertise. J'étais allé plus m'interroger au niveau le côté psychologique, donc comportement, psychologie alimentaire. Puis mon équipe avait publié sur ça. Fait que ça, on a fait ça. Toutes les publications ont eu lieu pas mal entre 2015 et 2019, dans le fond. C'est quand même récent. Ouais, exactement. Moi, j'ai terminé ma maîtrise avant, mais tu sais, le processus pour être de review par les pairs est quand même parfois long. Il faut faire comme des retouches puis tout ça. Donc, ça peut prendre, écoute, plusieurs mois, voire 1 an, voire 2 ans avant d'être accepté par une revue, là. Fait que c'est assez complexe. Directement après ma maîtrise, j'ai commencé à pratiquer. Donc, j'ai ouvert ma clinique dans les 6 mois qui ont suivi. Puis écoute, la clientèle qu'on a est ultra variée, là. De la personne qui est motivée à vouloir perdre du gras jusqu'à l'Olympien. Fait qu'au cours des 10 dernières années, on a aidé plusieurs milliers de personnes avec tous des objectifs très, très différents. Fait qu'au début, je me brandais beaucoup comme nutritionniste du sport, mais avec le temps, avec le nombre de clients que tu vois, tu deviens quand même un généraliste. Fait que, tu peux aider vraiment beaucoup de personnes. Fait que notre approche a toujours été d'innover, toujours en combinant la science avec les observations comme du terrain, donc avec l'expérience pratique puis tout ça. Puis plus on a vu des clients, plus ça devient comme naturel pour nous, tu sais. Je trouve qu'on peut faire des genres de diagnostics un petit peu plus facilement. Tu sais, de trouver c'est quoi la source de ton problème, sur quoi tu devrais mettre l'emphase pour progresser, puis tout ça. Fait que finalement, tu sais, je joue avec ça depuis maintenant 11 ans. Fait que, en gros, c'est un peu mon parcours. Puis, je te dirais que au cours des deux dernières années, pas mal, on a développé une expertise plus au niveau du côté hormonal. Puis ça, c'est arrivé tout simplement à cause que, tu sais, je suivais plusieurs clients qui étaient dans la quarantaine puis dans la cinquantaine, puis il y avait des très bons résultats, surtout au début. Puis suite à ça, tu sais, des fois, ils me disaient « Ah, je manque d'énergie. Écoute, j'ai l'impression qu'au début, tout fonctionnait bien. Puis là, j'ai commencé à avoir moins d'énergie. Je trouve que la perte de gras, elle est plus difficile. J'ai moins de vitalité, ma récupération, peut-être que je récupère moins bien. J'ai l'impression que, tu sais, je conscient que je suis plus vieux, mais j'ai l'impression que j'ai du gras au niveau abdominal qui s'accumule comme tranquillement. » Puis là, tu sais, je trouvais qu'avec l'alimentation, on était un petit peu limité. Puis ce client-là, en tant que tel, je me souviens très très bien de lui, il est allé comme consulter son médecin, bilan sanguin, tout ça, tout semblait être correct. Mais il n'y a jamais eu, le côté hormonal n'a jamais été vraiment approfondi. Puis là, je me suis dit, ben écoute, tu sais, je sais que c'est plate, mais peut-être que tu devrais pousser la réflexion plus loin, puis demander un bilan hormonal. Donc d'aller voir, est-ce que le testostérone, c'est correct? Est-ce que la thyroïde, c'est correct? Tout ça. Parce qu'on sait que la thyroïde, c'est elle qui régule le métabolisme basal, donc qui est en lien quand même avec l'énergie, mais la testostérone aussi, dans le fond. Okay? C'est en lien avec la vitalité, c'est en lien avec la perte de masse grasse, c'est en lien avec, oui, la libido, mais c'est en lien aussi avec la prévention de la masse osseuse, prévention de la masse musculaire, avec un sommeil de qualité. Fait que, c'est impliqué, genre, écoute, c'est impliqué dans plein de choses. Fait que finalement, mon client a demandé à son médecin d'aller tester ça. Puis écoute, il était en andropause. OK? Donc, des niveaux de testostérone qui sont quand même très, très bas, parce que lui, ça l'affectait son quotidien. Okay? Ce qui veut dire qu'il était moins productif au travail, faisait des siestes durant la journée, puis c'est quelqu'un qui s'entraînait, là. Okay? C'était quelqu'un qui faisait comme du crossfit de façon assez assidue, là. Fait qu'il me réécrit quelques temps après, puis il dit « Voici mon diagnostic. » Puis là, ben, au lieu de prendre l'approche plus naturelle, son médecin l'a référé à un endocrinologue, puis il y a eu une prescription de TRT.
Fait que là, on s'est dit à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je suis convaincu qu'on aurait pu emprunter des avenues plus naturelles avec, écoute, peut-être de vraiment comme valider est-ce que tes gras saturés sont en quantité suffisante parce qu'on sait que le cholestérol est précurseur de la testostérone. Est-ce qu'il y a des carences en certains minéraux qui auraient pu être présentes, qui auraient pu nuire à sa production naturelle de testostérone? Écoute, il y en a trois qu'on discute souvent auprès de mes clients, qui est le zinc, qui est le magnésium, puis qui est le bore. Okay? Fait qu'il y a plein de choses comme ça, peut-être qu'on aurait pu faire pour justement éviter d'aller à la solution qui est la plus drastique, qui est testostérone de remplacement, soit en gel ou en injection. Lui, de mémoire, c'est en gel, soit d'androgel. OK. Tu disais magnésium, zinc puis beurre. Bore. Le bore, B-O-R-E. B-O-R-E, c'est quoi ça? Ouais, qui est un minéral trace contenu dans les fruits secs. Puis, c'est très, très peu connu, dans le fond. Il y a un review, une méta-analyse de 2015 qui a démontré que l'implication du bore dans la production de testostérone était quand même assez importante. Puis, en gros, ce qui fait le bore, c'est que il y a le potentiel chez certaines personnes de limiter, pas de limiter, mais d'augmenter la testostérone libre. Okay. Ce qui veut dire que la testostérone libre, souvent, elle est jointe à une molécule qui s'appelle la SHBG, qui l'empêche d'être utilisée par nos muscles, par nos tissus, par nos récepteurs. Puis le bore, lui, il libère notre testostérone de la molécule SHBG, ce qui nous permet d'avoir plus de testo libre qui est utilisé par nos muscles finalement. Fait que le bore, tu vas voir, il n'y a pas tant d'études. Une étude qui a été faite chez les culturistes, une autre chez des personnes actives, athlètes normaux. Puis les résultats sont assez intéressants. C'est sûr que tu as une étude qui dit que c'est pas tellement efficace, l'autre a dit que c'est positif, tout ça, mais le dernier review qui a eu lieu en 2015 disait que le potentiel était présent. Puis nous, on a réalisé que ça fonctionnait quand même. Okay. J'ai réalisé que ça fonctionnait avec certains clients. J'ai réalisé que ça fonctionnait avec moi aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que maintenant, sachant qu'il n'y a pas tant de risques à l'utilisation du bore, OK, c'est des quantités qui sont infimes, là. On parle entre 3 et 10 mg là, pour la plupart des personnes. Là. On peut aussi le cycler, ce qui veut dire d'en prendre des fois 2 semaines, arrêter 1 semaine, etc. Fait que non, c'est quelque chose qui peut être utilisé. T'achètes ça en comprimé? Oui, exactement. Okay. Il n'y a pas tant de compagnies qui vont l'offrir. Ouais. Fait que, tu sais, quand on va choisir un supplément ou un minéraux ou un supplément à base de plantes adaptogènes, on essaie toujours d'aller chercher un produit qui est testé comme par un tiers, là, vraiment, là, pour être sûr que ce qu'on retrouve dans notre capsule, c'est vraiment ce qu'on a. Fait que ça, c'est important vu qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Là. Fait que toujours regarder ça. OK. Fait que là, ce client-là, finalement, il est allé vers le TRT. Bon, ben, tu l'as comme expliqué un petit peu. Les gens qui viennent qu'à avoir vraiment des niveaux de testostérone nuls vont souvent se tourner vers l'approche plus pharmaceutique avec TRT. Au final, c'est de la testostérone prescrite par un médecin avec des doses spécifiques que les gens vont s'injecter. Puis dans ta clientèle ou dans ta pratique, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont aller, pour avoir un TRT, il faut que tu aies un bilan hormonal. Puis il y a bien des hommes dans notre dans la cinquantaine qui acceptent le fait qu'ils manquent d'énergie, puis c'est la vieillesse, puis après ça, it is what it is, mais puis ils vont avoir des tests sanguins, tout est beau, mais là, il faut vraiment demander d'avoir un bilan hormonal, ce que les médecins n'ont pas toujours le temps de faire, puis ils n'ont pas toujours l'intérêt de le faire, parce que c'est ça qui est ça au Québec, puis on le sait, c'est pas de leur faute, eux autres sont tellement bookés que là, à un moment donné, tu peux pas sauver tout le monde, mais puis selon toi, il y a des interventions qu'on peut faire avant pour éviter d'avoir une chute de testostérone qui peut être atténuée, parce que dans le fond, la testostérone chez l'homme, comment ça se passe? À partir de quel âge
à peu près, si tu as des moyennes à me donner, que Ouais. les gens vont commencer à en perdre graduellement? C'est-tu à partir de la quarantaine, de la cinquantaine, ou est-ce qu'il y a une légère chute? Ou comment ça se passe, les niveaux de testostérone, du moment où on est ado, à aller jusqu'au moment qu'on a 70-75 ans, puis que là... Ouais. Ben, on dit que le déclin est à partir de 40 ans, mais avec l'environnement actuel, j'ai les stats, j'ai donné des séminaires sur le sujet. Fait on a l'impression qu'à chaque décennie, la moyenne de testostérone diminue. OK? Ce qui veut dire que, exemple, on est en 2024. En 2014, la moyenne de testostérone chez les hommes était plus élevée. Puis plus on avance, plus elle diminue. OK? On pense que c'est à cause de l'environnement. On pense que c'est à cause de l'augmentation du taux d'obésité, des perturbateurs endocriniens, par exemple le plastique. Exemple très concret, faire chauffer ses repas dans des plats de plastique de façon quotidienne, ben écoute, c'est quelque chose qui peut nuire, surtout au fil des années. Fait que de renverser ça, ben en fait, il y a plusieurs éléments que tu dois valider. Dans un premier temps, ben quelqu'un qui a un surplus de poids ou un surplus de gras va convertir sa testostérone en estrogène via l'aromatase qui est l'enzyme finalement. Fait que de diminuer le pourcentage de gras de la personne, dans tous les cas, en premier lieu, ça fonctionne. Suite à ça, on va aller évaluer les carences potentielles, comme on a dit, en vitamines et en minéraux. Okay, tantôt, j'ai nommé les 3 principales. Suite à ça, on va évaluer est-ce que la personne est en gros déficit énergétique. Un déficit énergétique prolongé, on le sait, ça fait chuter la testostérone. Okay? Ça peut toucher aussi à la glande thyroïde et autres. Et ça fait aussi que le cortisol est souvent dans le tapis. Okay? Le cortisol, ça a un petit peu un effet antagoniste à la testostérone. Plus tu as de cortisol, moins tu as une chance de produire la testostérone de façon optimale. OK? Fait que c'est ça. Quelqu'un, par exemple, qui s'entraîne beaucoup, qui s'entraîne trop puis qui ne mange pas suffisamment, le même principe est applicable. Il est en gros déficit énergétique, son risque d'être carencé est plus grand. OK? Fait que la testostérone peut baisser. On va le remarquer chez les athlètes d'ultra-endurance, OK? Mettons des ultramarathoniens et des personnes qui font des ultra-trails, qui s'entraînent 20-30 heures par semaine. Cortisol est très élevé et la testostérone, elle diminue. OK? Fait qu'il y a des reviews qui sont faites justement là, à partir de 2019, il y a eu plusieurs méta-analyses et plusieurs reviews faites sur le sujet, dans le fond. Là. Puis moi, j'ai des athlètes de vélo, tout ça, qui s'entraînent, écoute, genre des 20-25 heures par semaine. Puis par curiosité, j'en ai certains qui l'ont fait. Puis effectivement, la testostérone totale était loin d'être optimale. Ce qui veut dire qu'elle était légèrement inférieure à la moyenne canadienne, dans le fond. Là, okay? Fait que ça, j'ai remarqué ça. Fait que c'est ça. Ouais, puis là, tu touches des super bons points parce que là, dans le fond, tantôt, on a parlé vite des carences que il y a le bore, comme tu viens de mentionner, le zinc puis le magnésium, qui sont 2 minéraux qui ont clairement un impact sur la production de testostérone. Parce que on pourrait en parler un petit peu parce que souvent, on va entendre sans dire la bro science ou le zinc, le ZMA, le magnésium va augmenter ta production de testostérone, va t'aider à avoir un bon niveau de testostérone naturel. Ouais. Ça, c'est pas un mythe. Non, ben en fait, ça fonctionne bien quand on est carencé. OK. C'est ça qui arrive, OK? Ouais. Même si tu prends un surplus de zinc, écoute, sûrement que ça n'aura pas d'impact, OK? Ouais. J'ai ici une méta-analyse de 2023 qui mentionne que les hommes âgés en andropause, avec un traitement de zinc, l'impact au niveau de la production de testostérone, il y a eu une différence qui était significative. OK. Mais de façon générale, il faut manquer de zinc. C'est sûr que via l'alimentation, on peut faire des très bons changements. C'est pas pour rien qu'on dit que les huîtres, c'est un aliment qui est aphrodisiaque. C'est à cause que les huîtres sont l'aliment qui contient le plus de zinc. OK? Fait que c'est ça. Le magnésium, le mécanisme est différent. En fait, le magnésium, on ne savait pas trop si c'était via une réduction du cortisol
qu'on pouvait voir une augmentation de la testostérone. Comme j'ai dit tantôt, ben, cortisol, plus de cortisol, moins tu as de chances de produire des niveaux de testostérone qui sont optimaux, dans le fond. OK? Fait que le zinc, c'est le plus important. Suite à ça, je mettrais le magnésium puis le bore sur un pied d'égalité, mais peut-être le bore en premier, parce que c'est lui qui est plus difficile à aller chercher dans l'alimentation. Puis, en troisième lieu, le magnésium pourrait être là. OK. Ouais. Parce que le magnésium, on s'entend, il y a plein d'autres bienfaits autres que pour la testostérone, là, des fois juste pour calmer le système nerveux, le système musculaire, sensible à l'insuline, même... c'est un anti-crampe, c'est un électrolyte, tout ça. Fait exact, aussi. C'est sûr que ça l'aide beaucoup, je pense. Puis pour tester, dans le fond, pour savoir si le zinc pourrait aider, idéalement, un homme dans la quarantaine qui écoute ça devrait avoir un test sanguin. Ou une évaluation nutritionnelle. Ouais. Qui veut dire que d'aller voir du zinc dans un test sanguin, ça doit être dur. Je suis pas convaincu, dans le fond. Comme le magnésium aussi, hein? C'est ça. Dur à tester. C'est ça. Tu sais, ce qu'on doit faire, c'est on prend une application comme MyFitnessPal n'est pas assez précise. On prend l'application Chronometer qui est basée, sur les bases de données USDA, quand même très, très à jour. Puis, on va rentrer 2 semaines de journal assez précis. On va être capable d'aller voir nos niveaux de zinc puis de magnésium. Fait que nous, c'est ce qu'on recommande quand je donne des séminaires puis tout ça. C'est ce que je recommande aux spectateurs, c'est de faire ça pour voir est-ce que finalement je consomme assez de zinc et de magnésium. Okay. Puis y a-tu des milligrammes, un nombre de milligrammes à peu près pour situer les gens? Ou bien ça c'est sûr que dans l'application, on va voir le minimum, dans le fond. Ouais. Fait que l'objectif, évidemment, c'est de le dépasser. Okay. Puis si on a un doute, ben là, peut-être envisager une supplémentation. Okay. Fait que nous, c'est ce qu'on va faire avec nos clients, dans le fond. Okay. Sinon, on parle beaucoup des minéraux, mais là, il y a la vitamine qui est essentielle. Écoute, la vitamine D, qui a des récepteurs de vitamine D en plus au niveau des testicules, dans le fond. Là. C'est sûr que quelqu'un qui est carencé en vitamine D n'aimait pas ses chances de son côté pour optimiser sa testostérone. OK? Il y a des récepteurs à vitamine D au niveau des testicules? Oui, exactement. Ouais, quand on regarde les schémas, là, j'étais là, c'est assez c'est intéressant. Fait que ça peut être via différents mécanismes, tout ça. C'est pas très clair, je t'avouerais. Puis, je te mentirais pas, dans les études, dans les reviews, il y a de la controverse. Là. Mais on sait une chose. Si tu es carencé, tu mets pas les chances de ton côté. Fait que c'est sûr que dès qu'on atteint nos valeurs cibles, plus de 50 nanomoles au Canada, ben en temps normal, tu mets les chances de ton côté. Okay. Fait que, mettons, bore, magnésium, zinc, vitamine D, évidemment, c'est impliqué dans ça. Comme ça peut aider. Puis là, tu as touché un autre bon point qui était la baisse de testostérone à toutes les décennies. Parce que ça, on l'a déjà entendu souvent. Comme dans les 50 dernières années, la testostérone ne cesse de diminuer. Fait qu'au final, nous, on a moins de testostérone que nos grands-parents. Puis clairement que, tu sais, là, on n'apprendra rien à personne. Là. L'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, c'est plus la même affaire qu'il y a 50, 80, 100 ans, juste avec la pollution, avec la mondialisation, tout ça. Fait clairement qu'il y a un lien avec ça c'est sûr. Le mode de vie aussi est plus le même. On est pas mal plus stressé que nos ancêtres. Fait que globalement, on voit qu'il y a une chute. Puis c'est-tu juste en Amérique du Nord, ou ben c'est un phénomène un peu mondial, ou il n'y a pas de données là-dessus? Les stats que j'ai, moi, c'était vraiment Amérique, dans le fond. C'est ça. On peut supposer que c'est un phénomène assez mondial, là, à moins de certains pays scandinaves, peut-être, qui s'abaissent, mais moins que nous autres. Là. Mais c'est sûr qu'en Amérique du Nord... Fait que ça baisse à chaque année, fait que clairement qu'il va falloir qu'on fasse plus attention. À chaque décennie, excuse. Va falloir qu'on fasse plus attention à qu'est-ce qu'on mange, notre mode de vie, tout ça, pour essayer de contrer ça, ce phénomène-là, parce que c'est pas parce que ça baisse qu'il faut accepter que nous aussi, on... Non, parce que si ça baisse tout le temps, ben là, c'est qu'on va voir l'andropause arriver chez des personnes qui ont 35 ans, là.
C'est ce qui n'est pas Puis normal. c'est pas ça qu'on veut. Comme j'ai dit, dans nos bureaux, on voit des gens dans la trentaine qui s'inquiètent, qui s'interrogent, puis maintenant qui font des bilans hormonaux. OK? Puis comme tu as dit, c'est difficile. Les médecins vont difficilement comme les prescrire. Nous, c'est pour ça qu'on a interviewé des urologues au Canada et au Mexique pour qu'ils nous expliquent un petit peu pourquoi il y avait une réticence. Ben, c'est que c'est pas leur champ d'expertise. Fait que d'avoir un niveau de testostérone bas, OK, presque comme de l'androgel, tout ça, mais c'est pas nécessairement peut-être qu'ils ne veulent pas s'aventurer comme dans ça parce qu'ils sont pas à l'aise. C'est la réponse que j'ai eue, moi, de 2 urologues. OK? Fait qu'à ce moment-là, tu sais, quand le médecin de famille veut pas faire un test, ben, tu t'en vas au privé. Il y a des bonnes cliniques qui sont spécialisées, une à Montréal qui est excellente. Tu peux faire ton test en ligne, tout ça. Puis là, tu vas avoir le cœur net. Ben, tu sais, j'ai parlé avec Dr Gabrielle Landry, je sais pas si tu connais, elle est plus en hormones pour les femmes. Ouais. Puis c'est un peu la même chose qu'elle me disait que toi, c'est que, tu sais, ça va vite, ils n'ont pas vraiment l'expertise pour ça, puis là, ben, on veut pas créer plus de tort on veut pas créer de tort aux patients. Exactement. Puis là, on va comme off, ben là, on s'aventure pas trop là-dedans. Puis elle aussi, elle disait que de plus en plus, c'est un phénomène qui commence à regarder, que les femmes sont préménopausées où la ménopause arrive de plus en plus tôt dans leur vie, en raison encore une fois, un peu les mêmes choses au niveau environnement, au niveau stress, en tout cas plein de facteurs qui sont impliqués. Fait que ça arrive chez les hommes, chez les femmes, puis même affaire, on dirait qu'il n'y a pas de ressources vraiment comme, tu sais, c'est dur d'avoir accès à une ressource, comme tu me dis, il y a une clinique à Montréal qui fait ça, mais c'est pas très populaire, on le voit pas souvent, fait que il y a bien du monde qui pourrait bénéficier de ça aussi, d'avoir comme juste un bilan sanguin, puis un bilan hormonal aussi, juste pour aller vers les bons professionnels, d'avoir une approche nutritionnelle, juste de savoir quoi faire aussi de façon naturelle pour contrer ça, puis sans dire réverser ça, mais en même temps, tu sais, si t'as moi, je pense qu'on peut le renverser dans le fond. Oui, parce qu'à 30-35 ans... Je suis pas mal sûr. Ouais. Surtout quand tes niveaux sont bas, puis ton hygiène de vie, elle n'est pas optimale. Je peux t'assurer que tu peux l'augmenter de 20, 25, même 50%. Là. Ça, moi, je l'ai vu. Quand tu es quand même dans la moyenne haute, puis on parle d'optimisation, mais je te mentirais pas, c'est peut-être plus difficile un peu, là, parce que tu dois jouer sur des petits détails. Tu dois jouer sur ton cycle de sommeil. Puis là, après ça, ben, il n'y a pas juste la testostérone puis la testo-libre, là. Puis il n'y a pas juste les SSBG. Il y a d'autres hormones qui vont être impliquées comme dans le processus. Fait que moi, j'ai fait des tests, là. Tu sais, quand je te dis la clinique de Montréal, j'ai demandé à l'urologue, justement, puis il me disait, lui, il me disait que pour la plupart des médecins, ou pour la communauté médicale, c'est pas vu comme un vrai problème. Le manque de testostérone n'est pas vu comme un vrai problème de santé. Mais selon lui, il me racontait des témoignages, puis j'étais là, ouais. Tu sais, je capotais, là. Tu sais, c'est ça, là. Il y a un de Monsieur X, un de ses clients, lui a dit que dans sa situation, cette personne-là, le TRT était la seule option. Parce que là, il n'y avait plus d'énergie pour rien faire. Okay? Mais il a dit au médecin, écoute, je suis vraiment content, j'ai plein d'énergie puis tout ça, mais en même temps, je suis vraiment triste. Parce que j'ai perdu 10 ans de ma vie. Il y avait genre 45 ans, genre, tu sais. C'est jeune. J'étais là, OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça devient des fois difficile de faire ton quotidien et de faire comme tes activités quand t'as pas d'énergie, là, tu sais. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, ce qu'on voit dans les études, c'est dans cette situation-là, des fois, que de prendre du zinc, puis du magnésium, puis du bore, c'est un plus grand impact que quelqu'un qui est en très bonne santé, puis qui est quand même en haut de la moyenne, là. Okay. 100%. 100%. Ouais, puis, tu parlais du sommeil aussi. Clairement que le manque de sommeil va avoir un impact sur notre testostérone. Assez important, je te dirais. Oui, je te dirais, écoute, c'est pas le plus important. Peut-être que c'est le plus important. OK? Ouais.
parce que dans le fond, manque de sommeil va jouer aussi sur d'autres hormones. Ça peut faire que ta prolactine est plus élevée, qui t'empêche de produire la testostérone. Écoute, ça a un gros impact quand même, là. Donc, d'avoir un sommeil, c'est plate, là, mais tu sais, qui est régulier. Puis peut-être idéalement de ne pas se coucher trop tard. Tu sais, même moi, j'ai fait des tests sur moi, puis je l'ai remarqué, là, se coucher, mettons, à minuit et demi, puis dormir quand même 8 heures versus 11 heures. Au bout de 3-4 mois, j'ai vu une différence là, sur la testostérone libre puis sur la prolactine. Fait que c'est très, très important. Là. Okay? Fait que la même personne qui va dormir 5 heures de temps versus 8 heures, la personne qui dort 8 heures de temps va avoir un profil hormonal qui, évidemment, qui est adéquat. Elle va avoir plus de muscles, moins de gras viscéral, puis meilleure gestion de l'énergie, meilleure récupération, puis tout ça. Fait que, ça passe beaucoup par les hormones. Ouais. Le sommeil, écoute, c'est bien une affaire qui est comme essentielle dans le top 3 des habitudes. C'est pas l'habitude la plus importante, selon moi. Oui, la nutrition, c'est important, faire du sport, tout ça, mais tout le monde sait qu'il faut bien dormir, mais on dirait que plus j'en parle, on dirait que des fois, le monde dit « Ouais, je sais que je dors pas bien, mais c'est ça, puis on veut pas adresser ce problème-là pour X, Y, Z raison, parce que des fois, il y en a qui aiment mieux écouter des séries Netflix. Exactement. Mais le sommeil, c'est primordial, le sommeil. Non, un 7 à 8, tu sais, 7 heures, des fois, je suis vraiment dans le minimum, là, mais tu sais, un 8 heures, là. Ben, tu sais, l'heure de différence, là, entre 7 et 8, là, tu vois la différence. Oui, vraiment. C'est Moi, je vois une différence. Moi, si c'est un 8 ou un 7, là, je le sens. Je suis capable de faire ma journée pareil. Ça arrive de temps en temps, mais si je colle 2 semaines de sommeil à 6h45, 7 heures de sommeil, je le sens. Ouais. Fait que, tu dis que les personnes ne veulent pas adresser ce problème-là. Ben, c'est la même chose pour une baisse de testostérone. Hein? Ouais. C'est pas tout le monde qui veut parler de ça. Là, okay? Ouais. Fait que c'est pas nécessairement bien vu. Fait qu'il y en a qui sont ouverts, d'autres moins. Dans les 6 derniers mois, j'ai reçu un monsieur X. Puis lui avait un bilan qui m'a montré, dans le fond. Puis son médecin avait tout fait les bilans, testo, SSBG, tout ça. Puis là, il n'avait pas expliqué comme le bilan. Fait que là, moi, je vois le bilan. Puis écoute, dans son évaluation, il me dit qu'il était toujours fatigué et tout ça. Puis là, je vois des résultats de testostérone totale à 3,6 nanomoles, quand on sait que la moyenne, quand on sait qu'il y a un intervalle canadien qu'on recommande est entre 7 nanomoles et 30 nanomoles, tout dépendamment des laboratoires. OK? Quand même une grosse différence. Il était à 3,6. Ouais, l'intervalle moyen, là, entre 7 nanomoles et 30 nanomoles, pour différentes raisons, là. Mais c'est sûr que quand tu es à 3,6, là, c'est andropause, puis tout ça. Là, j'ai dit, ouais, mais dans le fond, personne ne t'a rien dit, parce que là, c'est quand même grave, là. Puis écoute, j'ai suggéré des pistes. J'ai plus jamais revu la personne. Parce que, écoute, je sais pas, peut-être fâché que je dise ça, qu'il y avait un manque de testostérone, mais tu sais, problème de gestion du stress, ne dort pas, fait des siestes durant la journée, un gros surplus de gras abdominal, ok? On sait quand même que, ben, tu sais, il y a un lien qu'on peut faire, là, comme j'ai mentionné tantôt. Fait que, ouais, c'est ça. Puis parlons-en du le gras abdominal, justement, d'avoir un surpoids, justement, qui est... Parce que ça, en lien avec... Je ne veux pas parler d'obésité puis de surpoids, parce qu'il y a des gens qui sont en surpoids, qui sont métaboliquement en très bonne santé. Ouais. Mais c'est pas la majorité. Cependant, il y a beaucoup de monde qui sont en surpoids et pas en bonne santé. Là, c'est un débat qu'on pourrait parler pendant longtemps, là. Mais le point que je veux amener dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui ont probablement des... Je l'ai jamais testé, là, mais ils ont un léger surpoids, mais sont actifs, ils mangent bien, ils dorment bien, ont des solides habitudes de vie, mais ils sont pas sur le CPAC, là. Sauf que, tu sais, ils vont quand même avoir un bon niveau de testostérone. Mais là, mettons qu'on s'adresse aux gens qui ont un surplus de poids, puis quand je parle d'un surplus de poids, c'est un 50-ish livres et plus, mettons, qui mangent mal, qui dorment mal, qui ont vraiment pas des bonnes habitudes de vie, fait que tu sais clairement qu'il y a une petite job à faire. Le niveau de testostérone, quand les gens ont plus de tissu adipeux, va être à la baisse, puis en perdant du gras,
Ouais. Jusqu'au temps qu'on trouve notre sweet spot, on va avoir des niveaux de testostérone plus sains, plus optimaux, selon nos, Exactement, ouais. selon nos C'est standards. qu'on va moins convertir de testo en estrogène par l'aromatase. Et nos niveaux d'estradiol, si on fait des bilans sanguins, puis on évalue les niveaux d'estradiol, qui est une forme d'estrogène, risque d'être quand même correct aussi. Là, si quelqu'un est trop lean, trop cut, ben là, un athlète de fitness naturel, avant d'être sur le stage, écoute, la testo est quand même basse, là. Oui. OK? Fait que c'est ça. Fait que ça aussi. Quand on penche dans des extrêmes, c'est jamais bon. Fait qu'écoute, il n'y a pas de données là, pour dire entre 10 et 15%, c'est là qu'on risque d'avoir une meilleure production naturelle de testostérone. Mais je pense que dans la réalité, c'est ça. Je pense que c'est entre 10 et 15%. Un peu, tu connais probablement Charles Poliquin. Ben oui. Depuis... Charles, en tout cas, il a dit bien des affaires. Ouais. Il a fait avancer bien des choses. Il a dit bien d'autres choses que des fois, tu regardes ça aujourd'hui. Mais il parlait de ça aussi à l'époque, là, de comme le sweet spot, c'était entre le 10 et 15%. Puis moi, par expérience personnelle, puis avec certains clients, pour avoir fait de la compé naturelle dans le temps, quand j'étais bas, écoute, ma libido était très, très basse aussi. Puis quand j'ai été un peu plus pesant, fait que busté clairement le 15%, j'avais pas tant une bonne libido non plus. Puis quand je suis dans le 10-15, à prendre mon pourcentage de gras, je suis pas mal dans le sweet spot, là. Fait que, mettons qu'on prend quelqu'un qui prend des pourcentages de gras, ben certaines mesures pour tracker son body fat. On peut dire qu'une moyenne de entre le 10-15% pour un homme, tout dépendant des génétiques, tout dépendant de bien des facteurs, ça pourrait faire du sens. Je pense que oui. Là, c'est sûr qu'on parle des niveaux de testo libre, tout ça, de testo total. Il y a les récepteurs aussi de la personne. Là. Chaque personne a des récepteurs qui sont différents. Fait que c'est pour ça que c'est comme une genre de situation qui est vraiment multifactorielle. C'est tellement... c'est assez compliqué. Fait que nous, ce qu'on essaie, c'est d'aller voir les éléments dans le bilan sanguin qui sont le plus importants. Puis si on verrait que, mettons, je sais pas, que le client a encore des symptômes puis qu'il ne s'améliore pas, ben l'urologue ou l'endocrinologue va aller pousser plus loin en faisant d'autres tests, comme en évaluant la prolactine, en évaluant la LH, qui sont d'autres hormones super importantes. Là, c'est ça qui arrive. Je peux raconter une anecdote qu'un urologue m'a conté il y a peut-être, je sais pas, genre 3 mois. Là. Il disait qu'il y avait des clients qui avaient des niveaux de testo total très, très élevés. OK? Puis que sur papier, écoute, ça, c'est du monde qui sont riches, dans le fond. OK? Il disait qu'ils sont riches, mais que les molécules SHBG étaient tellement élevées que c'est comme s'il y avait un coffre-fort avec 1 million dedans, mais qui n'avait pas accès à l'argent. Parce que toute la testo était liée à ces molécules-là. Fait que ça l'empêchait d'avoir, écoute, de l'énergie, de la vitalité, de gagner de la masse sèche, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas juste la testostérone totale. Là. Pour le développement physique puis l'énergie, c'est plus la testostérone libre. Qui est comme la testostérone, qui est active. Au niveau de tes récepteurs puis tout ça. Parce qu'il y a, c'est ça, il y a un 2% là, la testo qui est pas, c'est ça, qui est comme active ou libre. Là. Fait que, fait qu'il mentionnait ça dans, que j'ai interviewé. Fait que, c'est ça. Quand même intéressant, pareil. Ça, c'est une partie génétique, I guess, aussi, ou bien avec les... Ça doit être... ouais, mais je pense que c'est vraiment en lien avec tout le mode de vie, puis tout ça, évidemment. Puis tout ça, là, c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, si quelqu'un, par exemple, n'est pas capable, pour différentes raisons, d'augmenter sa testostérone totale, puis il y a des symptômes, je sais pas, de manque d'énergie, tout ça, ben, il peut aller jouer avec l'alimentation pour diminuer, mettons, les molécules SHBG. Puis là, ça libère la testostérone. Fait qu'il y a plein de façons d'adresser comme le problème. Parce que, tu sais, on parlait des symptômes, là, comme manque d'énergie. Manque d'énergie, y a-tu d'autres... si on en adresse, mettons, une 5, 6, 7, 8 populaire, là, que... Perte de masse musculaire, perte de force aussi. Gain de gras. Difficulté à se concentrer, fatigue, problème de récupération.
évidemment, problème de libido, bien que la libido, c'est quand même dans la tête aussi, là. Ouais. L'aspect psychologique, tu sais, brain fog. Il y a eu des études de variation de comportement. On peut voir comme des reviews en psychologie aussi. Je te dirais que c'est perte de masse osseuse aussi. Ouais. Okay. Fait que principalement ça. Puis, je pense que, tu sais, ça peut affecter comme la longévité puis la qualité de vie, là, tu sais. Quand, genre, t'as plus d'énergie, ben là, t'es plus capable de t'entraîner. Fait que, tu sais, ça amène plein de problèmes par la suite. C'est bon de savoir que autant que les gens qui sont très sédentaires puis qui n'ont pas des bonnes habitudes de vie vont être impactés par les baisses de niveau de testostérone, mais même affaire pour les athlètes, les gens très, 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 très entraînés qui en font souvent trop, qui ne récupèrent pas assez bien, ben eux aussi vont être impactés par ça. Fait que exactement. dû par l'élévation du cortisol aussi. Fait que, exact. Fait que quand on est dans des extrêmes, on n'est jamais optimal. C'est ça que la science nous dit, selon toutes mes lectures et tout ça. Quand tu penches vers un extrême, tu peux être en base optimale. Puis, quand on a parlé de suppléments alimentaires, fait que mettons qu'il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai un bon niveau de testostérone en ce moment, je suis dans la norme, mon pourcentage de gras fait du sens, je mange bien, je prends ces suppléments-là. » Y a-tu un supplément qui pourrait, quand nos niveaux sont bons puis optimaux, qui pourrait juste booster plus? Ou la seule manière de booster plus la testo, quand toutes nos habitudes de vie sont solides, c'est via l'injection. Ouais. Tu sais, le tribulus, ces affaires-là. Là, ça, écoute, il y en a beaucoup qui ont été étudiés, beaucoup de reviews récemment, en 2023, sur Ashwagandha. Écoute, en 2022 puis 2024, il y a eu peut-être une dizaine de méta-analyses assez intéressantes sur 3 produits. On a Ashwagandha, on a Fenugrec, on a Tonga-Ali. Il n'y a pas de review sur le Shilajit, mais il y a une couple d'études intéressantes, malheureusement, sont financées par la compagnie Primavie, qui fait la... fait que moi, je te dirais, je verrais Ashwagandha KSM 66, qui est l'extrait, dans le fond, le KSM 66 comme peut-être l'option 1, parce qu'elle va agir via une diminution du cortisol et via une production de la LH qui va stimuler la testostérone chez les gens actifs en bonne santé. OK? Mais si on regarde aussi les reviews de 2023 faites sur Ashwagandha, ben, ça l'aide à la performance physique, ça l'aide à l'alimentation de l'endurance. Puis, est-ce que c'est à cause que ça améliore un peu la testostérone? Peut-être que c'est un peu une genre de boucle. Hein? Peut-être que c'est tout en lien. Fait que je verrais Ashwagandha 1. Si on a des niveaux de testostérone qui sont peut-être dans la moyenne ou un peu plus bas, on peut se pencher vers le Tonga-Ali. OK? Encore une fois, méta-analyse super intéressante puis tout ça, mais il faut aller prendre vraiment un produit de qualité, comme j'ai dit, parce qu'il y a de la contrefaçon quand même. Je verrais lui. Puis le Fenugrec, il y a des méta-analyses qui ont été faites récemment aussi, autant pour la performance sportive, en force et en endurance. Ça a l'air d'être très positif. Encore une fois, si tes niveaux sont optimaux, je ne suis pas sûr que ça va faire grand-chose, mais il y a toujours la variabilité individuelle. Pour certaines personnes, ça peut aider, pour d'autres, non. Fait qu'il y a ça aussi. Ça dépend. Ouais. C'est un peu ça avec certains suppléments alimentaires. Souvent, c'est un peu du essai-erreur aussi. Exactement. Non, c'est sûr. Puis, il faut s'assurer d'avoir les bons extraits, les bons dosages, puis tout ça. Parce que là, si on va vers des tests boosters, ben souvent, les extraits, c'est même pas, c'est pas les bons extraits. Comme l'Ashwagandha, c'est peut-être des fois, c'est même pas du KSM 66 ou du Ashwagandha Shodan. C'est des extraits qui sont peut-être moins bons, un peu. Ils n'ont pas le 600 mg par jour qu'on veut avoir. Il y a tout ça aussi. Fait que d'avoir les bons dosages, les bons produits, testés par des tiers, puis tout ça. C'est toujours la bonne option. Ouais. Puis, vas-y. Puis de pas, tu sais, toujours, là, si vous prenez comme des médicaments, tout ça, très important d'aller valider avec le pharmacien. Là, parce que tout ce qui est plante adaptogène égale interaction potentielle. Avec, je sais pas, des antidépresseurs ou d'autres affaires, là, tu sais. C'est super important. On parle de suppléments, mais
On prend pour acquis que la personne ne prend aucun un médicament, puis qu'elle est en bonne santé, puis que le foie fonctionne, puis tout ça. Là. Ouais, mais des fois, c'est ça. Faut toujours que. Parce que ça, c'est un phénomène là, qu'on voit avec les réseaux sociaux. Ah, prenez tel supplément, mais la personne a comme une liste de 2-3 médicaments, des bêta-bloquants, il peut avoir en tout cas, des pilules quand même assez fortes, là. Puis oui, il y a des interactions. Il y a toujours un risque pour le foie, tout ça. Toujours un risque, mais tu sais, bien que le review de 2023, il y en a plusieurs qui disent que c'est quand même très, très sécuritaire, du moins plus sécuritaire, mettons, que du TRT qui n'est pas supervisé ou qui est mal supervisé. Hein. Fait que c'est de toujours valider les bénéfices versus les aspects comme négatifs. Si on juge que de prendre du ashwagandha risque d'apporter plus de bénéfices, ben, dans le fond, là, tu sais. Exact. Exact. Puis si on rentre un peu plus dans dans ton volet vraiment que ça fait longtemps que tu fais ça, côté nutrition, c'est quoi les trucs que les gens pourraient appliquer côté nutritionnel pour optimiser leur niveau de testostérone? Là, je sais qu'on a parlé des carences en zinc, la vitamine D, magnésium qui est plus dans le volet vitamines et minéraux. Au niveau alimentation, quelqu'un qui veut dire, moi, je veux perdre du gras aussi en même temps pour optimiser ma santé pour avoir un bon niveau de testostérone. On avait déjà parlé de l'importance d'avoir des bons gras dans son alimentation. Parce que ça l'a aidé, comme tu disais tantôt, le cholestérol, qui a beaucoup été... Ben là, c'est un peu moins ça, mais avant, c'était beaucoup le cholestérol, faut pas en manger, puis c'est danger, mort, quand le cholestérol, on touche pas à ça. Mais comme tu dis, c'est un précurseur à la testostérone. Exactement, Fait que, après ça, même affaire avec les protéines, qu'on peut faire du pont avec ça. Il y a plein de trucs que les gens peuvent mettre en place pour améliorer leur testostérone. Moi, je dirais, dans le fond, de s'améliorer, donc de perdre du gras puis de gagner du muscle en mangeant le plus possible. Ouais. Qui veut dire que c'est ça, tu sais, dans le fond, écoute, si tu peux t'améliorer en ayant un léger déficit de 200-300 calories, puis tu vois que tu es capable de faire du muscle et de perdre du gras, ben, autant faire ça que d'adopter un déficit qui est important puis qui est prolongé. Ça, c'est sûr que sur le long terme, anyway, tu ne pourras pas le maintenir. Puis, ça va avoir des impacts au niveau hormonal, c'est pas mal sûr, qui sont négatifs. D'avoir beaucoup de gras monoinsaturés, OK? Puis un peu de gras saturé pour justement cholestérol, production de testostérone. D'avoir au moins 25% de ton alimentation qui est à base de lipides, même des fois peut-être plus, tout dépendamment si tu aimes le gras ou les glucides. Puis je te dirais que côté protéines, oui, d'être riche en protéines, il y a quand même quelques études là, qui ont mentionné que d'avoir des alimentations trop riches en protéines, j'en tête 3,2 grammes et plus par kilo de poids de corps, je me souviens plus si c'est 3 ou 3,2, mais d'avoir des trucs qui sont excessifs en protéines, ça serait pas une bonne chose. OK? Fait que, tu sais, je te dirais que si tu tournes autour du 2 grammes par kilo de poids de corps, tu as minimum 25% de gras, principalement à base de monoinsaturés avec un peu de saturé, puis le reste, c'est des glucides. En temps normal, c'est quand même bien. Puis pas d'avoir un léger déficit calorique si tu veux perdre de la masse grasse, qui n'est pas prolongé. Ça, c'est un bon point, ça. Les jeûnes qui ne terminent pas, puis les jeûnes interminants, les jeûnes intermittents. Ben, on peut aller voir une méta-analyse de 2022 que j'ai relue hier pour le plaisir, justement. Jeûne intermittent chez les athlètes, on voit que le profil hormonal se détériore. OK? Bien que l'étude était pas genre sur 2 ans de temps, là, OK? Quelques semaines. Fait une chute significative de la testo totale et testo libre, mais la façon dont ils ont contrôlé le pourcentage de gras, ils n'ont pas vu une perte de masse sèche, malgré que les hormones étaient abaissées. C'est à cause que c'était passé sur le long terme? Peut-être, dans le fond. Okay? Mais quelqu'un qui veut optimiser ses hormones, sa masse sèche, puis tout ça, puis qui n'est pas très gras, le jeûne intermittent n'est pas la solution. Quelqu'un qui serait très, très gras, ben, le jeûne intermittent, si ça fait baisser son pourcentage de gras, il y a moins de testo qui est converti en estrogène. Fait à court terme, c'est correct. Mais quand tu deviens cote puis tout ça, c'est plus la bonne approche. C'est ce qui arrive.
Moi, je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu sur des clients. Mettons quelqu'un au début d'un processus qui a comme ses 20 premières livres à perdre, comme qui fait un jeûne intermittent ou bien qui fait des stratégies comme ça. Ça fonctionne au début parce qu'anyways, il y a tellement de surplus énergétique de stocker en gras qu'au début, ça fonctionne. Mais à un moment donné que tu veux pogner un step, que là, tu commences à intégrer plus de weightlifting, tu commences à vouloir augmenter tes charges, puis là, tu vas atteindre un certain plateau à un moment donné, tu peux pas répéter définiment les jeûnes. Puis souvent, le réflexe, c'est comme, je commence avec un 16-8 ou whatever. Fait que là, la prochaine étape, c'est quoi? Ben là, je vais jeûner pendant 3 jours, 4 jours, 6 jours, mais tu sais, pas de même... en tout cas, quand on parle d'entraînement aussi au travers de tout ça, puis... Ouais. C'est parce que, anyway, tu sais, quelqu'un qui est en très bonne condition physique, le jeûne intermittent, il peut te mettre à risque d'avoir les carences potentielles dont on a discuté tantôt. Là. Zinc, magnésium, pas assez de bore, pas assez de prot. Fait que c'est ça le risque aussi, dans le fond. Là. Ouais, puis moi, je trouve qu'il y a des gens... Il y a des gens, des fois, qui vont faire, puis je parlais de ça avec un client, il y a des gens qui vont faire des jeûnes, mais c'est comme placé... C'est comme logique la façon qu'ils l'amènent. Comme une personne qui elle se prépare pour un marathon, elle dit, moi, quand je fais mes courses le matin, j'ai pas faim. J'ai essayé, j'ai mangé, je cours à jeun, je déjeune après, fait que j'ai fait un 16 heures sans manger, ça fonctionne bien, elle est capable de l'expliquer pourquoi, elle va manger un petit peu plus dans sa journée, faire attention à son... Je suis comme, ça fait du sens. Mais tu sais, souvent, il y a des gens qui jeûnent pas, qui vont faire le jeûne intermittent parce qu'ils ont juste moins de temps pour... ils se couchent trop tard, ils se lèvent trop tard, puis ils skippent le déjeuner parce qu'ils n'ont pas pris le temps de déjeuner, c'est un fait. Fait que là, ils vont se baser sur l'excuse, ben là, je fais le jeûne intermittent. Non, c'est juste que tu prends pas le temps de déjeuner. Là. Fait que déjeune. Exactement, ouais. C'est une parenthèse émotionnelle. Ben, c'est ça. Tout outil qui est mal utilisé, dans le fond, va avoir plus d'effets comme délétères. Fait que, exact. Puis les 95% du monde qui viennent me voir et qui font du jeûne intermittent, ils le font mal. Fait que, c'est ça. C'est clair. Oui. Fait qu'un léger déficit calorique, c'est intéressant d'en parler, ça, parce que tu sais, souvent, les gens en perte de gras pensent qu'il faut créer un énorme déficit calorique pour perdre 5 livres, mettons. Écoute, un 200-ish calories par jour, là, c'est déjà pas mal. Un 10% dans le fond, des fois. Tu sais, c'est un profil qui est hormonal, qui est pas si pire, puis tout ça, puis t'es en bonne santé. 10%, il faut que ton énergie dans la journée soit bonne, il faut que tu aies de l'énergie pour t'entraîner, tout ça. De toute façon, on voit, les études elles le montrent aussi, même si tu es en déficit, quelqu'un, mettons, qui est débutant en entraînement, même s'il est en déficit calorique puis ses protéines sont optimisées, il peut faire de la masse sèche. Ouais, c'est ça. Ça, on le voit, dans le fond. Moi, c'est pas rare que je vois des clients qui viennent me voir, on les met en déficit de, je sais pas, peut-être 15% du total calorique, protéines qui sont optimisées. La personne, elle vient voir un mois après, un poids qui est stable, elle a perdu 3 livres de gras, fait 3 livres de muscle. Ouais, shit. Quand même. Ça, on le voit souvent. Quand même. Ouais. Okay. Puis, tantôt, tu parlais des gras saturés, mono-insaturés. Tu peux-tu dire comme quelques sources dans l'alimentation que les gens peuvent trouver pour aller chercher ce 25% de gras? Oui, saturé, on parle avocat, huile d'olive. Dans les gras saturés, moi, je dirais chocolat noir, cacao, mettons à 80% et plus. C'est les exemples qui sont là, qu'on voit le plus. Là. Ouais. Noix du Brésil aussi, qui est riche en sélénium en plus. Un minéral qui est important pour la glande thyroïde. C'est pas mal les meilleures sources selon moi. Là. OK. Puis qu'en est-il de l'huile de coco? C'est un gras saturé qui est un MCT, donc un acide gras à chaîne moyenne. Pour être intéressant, pas en trop grosse quantité par contre. Mais ouais, fait que ça peut être intéressant. Parce que l'huile de coco, à un moment donné, le monde mettait ça partout. Là. Évidemment que si tu mets de l'huile de coco dans ton café, quand tu fais cuire ta viande, dans tes collations, ben là, t'abuses un peu. T'sais. Fait que la petite dose... Ben, c'est ça, il y a des personnes chez qui ça nuisait, puis chez d'autres, chez qui c'était un impact neutre. Ça dépend vraiment de chaque personne, là, ses impacts sur le profil lipidique. Là. Fait que c'est du cas par cas pas mal. Si tu as tendance à faire du cholestérol plus d'origine familiale, sûrement que l'impact va être plus négatif pour toi. C'est ça, il faut faire attention. Puis un autre point qu'on avait aussi, c'était les types d'entraînement, les types d'efforts, les types de training. T'avais-tu des trucs que tu avais lus ou bien appris là-dessus?
Ouais, oui, c'est ça. On en parle dans nos séminaires et tout ça. Fait que muscu, c'est sûr que avec des charges lourdes, avec des exercices qui sont polyarticulaires, mais tu sais, ne pas lourd, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut pas se blesser. Hein. Fait que tu sais, de toujours faire un compromis puis tout ça, puis ne pas se surentraîner et ne pas trop s'entraîner. Fait que c'est ça qui donnerait un coup de pouce pour la production optimale de testostérone. Ça, couplé à du HIIT. Ce qui veut dire à faire, exemple, des sprints, 5 à 10 séries de sprint. Ça peut être aussi, on peut voir que les niveaux de testostérone sont quand même assez élevés chez les joueurs de soccer. Écoute, c'est Ah ouais? l'intervalle, OK? Ah, ben oui. Joueurs de soccer, tout ça. Ça peut être aussi, tu peux faire ton hit sur un bike. Fait que tu fais des sprints. 5 à 10 séries, quelques fois par semaine. Ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant. Couplé à ta musculation qui est assez lourde, qui est en hypertrophie ou qui est en force. OK. Fait que selon moi, c'est une bonne approche pour mettre toutes les chances de notre côté. Mais en même temps, il faut en faire suffisamment pour augmenter la testo. Il ne faut pas en faire trop pour ne pas la faire baisser. Fait que là, tu sais, le volume puis tout, j'ai l'impression que ça dépend de chaque personne. Mais tu sais, peut-être entre 4 et 6 fois par semaine, quelque chose de même. Là. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre aussi du stress, de la récupération. C'est ça, ouais. Il y en a qui sont dépendant aussi de la morphologie, façon de parler. Il y en a des fois qui sont capables d'en supporter plus que d'autres. C'est clair. Quelqu'un qui est classé un peu plus un hard gainer, c'est sûr que comme moi, j'en ai des gens qui sont dans le 150, 160 livres puis qui ont de la misère à prendre la masse. C'est ça, ouais. Ça a tout été un défi, mais 5 fois semaine, c'est un peu too much. Mais moi, j'ai toujours été capable d'aller gagner de la masse facilement, mais perdre du gras, c'est toujours un challenge pour moi. Fait qu'aller vers 5-6 fois semaine, tant que je récupère bien, je dors bien, j'ai pas de problème avec ça. Là. Ça dépend encore une fois des individus, clairement. Ouais. Ben, c'est ça, puis si quelqu'un débute puis qui a un pourcentage, qui c'est un débutant, puis est à 45% de gras, évidemment que pour lui, le 2 fois par semaine va être correct. C'est toujours s'il y a du cas par cas. Exact. Fait que ça fait quand même un beau wrap-up de testostérone. Là. C'est quand même de quoi que on parle pas souvent. Au final, je pense les seules fois que dans la culture, par rapport à l'entraînement, dans ce beau monde-là, testostérone égale culturiste, égale il veut prendre la masse, ou il veut juste être jack, ou il veut juste augmenter ses performances. Mais il faut comprendre que les hommes, puis même les femmes, vont produire de la testostérone. C'est sûr que on va surtout parler d'estrogène, progestérone avec elles, mais les hommes, au-delà de la prise de masse, puis tout ça, c'est quand même une hormone qui aide beaucoup à la vitalité, puis juste d'être énergique, puis ça va impacter toutes les sphères de notre vie aussi, là. Autant les relations qu'on a, de juste, c'est aussi, tu sais, mettons, il y a des gens qui veulent augmenter des postes dans leur carrière, qui veulent aller monter les échelons, mais ça aussi, ça aide à avoir un avancement dans sa carrière, d'avoir de l'énergie quand tu vas jouer avec tes kids, quand tu vas être avec tes amis, tout ça, tu sais, fait que c'est une hormone qui aide beaucoup à vivre longtemps, puis avoir, tu sais, il parle du anti-aging, puis l'aspect longévité. Évidemment, avoir des bons niveaux de testostérone, c'est essentiel pour l'homme. Ouais, c'est la qualité de vie. Oui. Vraiment, c'est la qualité de vie et peut-être la longévité aussi. Hein? Ça va un petit peu comme ça. Fait que quelqu'un qui met en application ce qu'on a dit durant le podcast et tout ça, ben, il met chance de son côté pour être quand même bien et pour éventuellement peut-être retarder l'andropause. Puis l'andropause n'est pas nécessairement, comme je t'avais dit avant, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit affronter dans notre vie. T'sais. Il y a des personnes qui ne seront jamais en andropause là, à cause qu'ils ont des bonnes habitudes, à cause qu'ils s'entraînent durant toute leur vie, à cause qu'ils sont pas carencés, puis tout ça. Là. Ils vont quand même avoir une baisse naturelle de testostérone, mais ils vont jamais la sentir comme quelqu'un qui a besoin d'un TRT qui est comme vraiment là, moi j'en produis plus. Puis... C'est ça. J'ai vu des personnes dans la cinquantaine qui ont plus de testostérone que des personnes dans la trentaine. Là. Ouais, je suis pas surpris. Et ça, là, ça, on peut en voir quand même beaucoup. Là. Ben, nous autres, c'est un témoignage qu'on a de bien des... Parce qu'on entraîne beaucoup les parents, là, fait que du monde qui sont dans mi-quarantaine, puis qui disent qu'ils sont plus en shape, puis sont en plus d'énergie quand ils étaient dans la trentaine. Malgré le fait qu'ils sont 12-15 ans plus âgés qu'avant.
ben, c'est parce qu'ils prennent soin d'eux, ils s'entraînent, ils mangent mieux, font attention à leur hygiène de vie, puis clairement, ça a un impact. Là, fait que, gros sujet, testostérone. Je suis content d'avoir jasé de ça, puis je pense que ça va aider ben les hommes, puis aussi, le message qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que si on a des symptômes comme on a dressé auparavant, ben, il faut savoir qu'il y a des trucs qu'on peut mettre en place pour ça. Puis c'est pas juste d'aller consulter, c'est pas juste d'avoir du remplacement de testostérone. L'alimentation, notre lifestyle, tout notre mode de vie a un énorme impact sur ça, puis ça peut être surprenant. Puis comme tu dis, tu peux même réverser ça. C'est quand même capoté. Oui, ben oui. Ouais. Parce que, tu sais, l'environnement hormonal pour l'homme, c'est un peu moins... Parce que, tu sais, mettons, réverser la préménopause, la ménopause, c'est un autre ballgame parce que les femmes... L'environnement hormonal féminin est plus compliqué que l'environnement hormonal masculin. Mais je pense que de façon générale, là, c'est ça. Parce qu'être en ménopause, la femme est obligée de passer par là. C'est ça. T'sais, mais l'homme n'est pas obligé de passer par l'andropause. Il peut la retarder le plus longtemps possible. Fait que je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est la différence principale. C'est vrai, c'est logique quand tu y penses. La femme, c'est comme ils n'ont pas le choix. C'est un passage obligé dans une vie d'une femme. Mais l'andropause, pas nécessairement. Non, tu peux selon... j'ai fait des formations, tout ça, puis il disait que c'est pas un passage qui est obligé, puis du moins, ça peut arriver très, très tard, puis dans le fond, rendu à 80 ou 85 ans ou 90 ans, ben là, tu sais, on n'est plus vraiment testé, fait que c'est comme moins important, là, mais... c'est ça. Fait que, Oui. Fait que, mais écoute, si vous avez des questions pour nous autres, là, soit... Steven ou moi par rapport au podcast, ben, I guess ça va te faire plaisir aussi, Steven, de répondre, là, mais où est-ce que les gens peuvent te suivre d'ailleurs s'ils veulent faire affaire avec toi? Parce que là, ta clinique est basée à Québec, encore. Québec, exactement. Vous êtes combien de professionnels à travailler dans on est 3, bientôt 4. Puis j'ai une autre nutritionniste qui est là, qui est Audrey, qui, elle, s'intéresse beaucoup à la fertilité, tu sais, pour la femme, les femmes qui veulent procréer, puis tout ça, mais un peu la même expertise que moi, tu sais, perte de masse grasse, performance, saines habitudes. On a une nouvelle qui commence bientôt, puis aussi, on a des personnes, des fois, qui font des techniciens pour évaluer le pourcentage de gras avec l'impédance puis le scan 3D. C'est ça, vous avez le scan 3D à la clinique? Oui, exactement. Ouais. On utilise VisBody depuis... fin janvier. Fait qu'on évalue comme la morphologie avec le scan. On prend les mensurations avec les caméras 4K et la bioimpédance. Fait qu'on est capable de sortir un rapport d'environ 50 données qui permettent de suivre le gras viscéral, toutes les mensurations, tour de cou, tour de cuisse, tour de bras, tout ça. Tour de taille. C'est pas mal, c'est nouveau ça, VisBody, je pense. Hein? C'est quand même de big thing, ça. C'est ça. Au Canada, on était les deuxièmes. Fait que c'est arrivé dans le coin de Noël, dans le fond. La deuxième VisBody, c'est nous qui est rentré au Canada. Fait que là, c'est un petit peu plus populaire, mais d'après moi, on est sûrement moins de 20 personnes, moins de 20 cliniques au Canada qui ont ça. En Europe, c'est plus populaire, pas mal plus populaire. OK. Ouais. Quand même, t'as pas mal de données là-dessus, là. Oui, exactement. Pour suivre le gras viscéral de façon assez précise. Le nombre de kilos de masse sèche de gras avec une marge d'erreur d'environ peut-être 1%. Fait que c'est quand même le fun. Fucking bon. Ce qui est qu'avec les pinces, la marge d'erreur avec les pinces, ça dispose, les calibres, c'est plus élevé. C'est ça. Et parce que pince, c'est sous-cutané, là. Je veux dire, le gras viscéral, t'as aucune idée. C'est quoi? Tu peux sortir avec les pinces ultra bas, puis ton gras viscéral est ultra élevé, genre à 10-12%. Puis sur les pinces, genre, t'es à 6-7, là, tu sais. Ton taux de gras général, tu penses que t'es genre à 10% parce que t'es avec les pinces. Puis là, tu réalises que sur le VisBody, t'es genre à 18%. Puis le monde, il va pas le croire. Mais c'est qu'au niveau viscéral, il y en a pas mal de gras, là. C'est ça.
Fait que les gens peuvent aller passer un test chez vous, puis après ça, ils vont avoir toutes ces données-là, puis avoir un plan de match après ça qu'on va pouvoir avoir avec vous autres. Fait que où est-ce que les gens peuvent vous suivre, Steven, sur les réseaux sociaux? Le nutritionniste sportif sur Facebook, le site internet innovation-nutrition.ca. Puis si ils veulent rejoindre notre groupe privé, il y a un bouton sur le site rejoindre le groupe. Fait qu'ils peuvent le joindre aussi. C'est un groupe Facebook? Aussi, puis la page Facebook publique. OK, parfait. Puis mon Instagram, j'ai moins le temps d'être actif sur les pages publiques, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, on travaille sur ça. Ça veut dire que tu aides le monde en clinique, ça. C'est ça, exactement. Dans notre réalité, c'est qu'on est toujours en clinique. Fait que quand tu vois 10 personnes par jour, comment tu fais pour être sur les médias sociaux? Tu n'as pas tant de temps. Non. Fait que dans notre réalité de clinicien, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que c'est pas mal ça. Puis, je tenais à dire aussi que moi puis ma collègue médecin, on travaille sur une formation pour les hommes, OK? Pour l'optimisation hormonale, qui va être environ une dizaine d'heures. Puis, il va y avoir... moi, j'ai donné un séminaire cet été d'une durée de 2 heures. Puis, il est quand même assez... je pense qu'il élabore sur plusieurs éléments qui sont pertinents, tout ça. Puis, ça va être mis bientôt en ligne. Je te dirais peut-être, je pense, dans le prochain mois, dans le fond. OK. Via notre site de cours en ligne qui va être sur Podia, qui va être annoncé dans le prochain mois. Puis, il va y avoir des formations sur ça. Intéressant, ça. Fait que tu vas faire les annonces, tu vas prendre une petite demi-heure pour faire un post sur tes pages publiques pour ça. On va valoir la peine. Oui, exactement. Okay. Parfait. Fait que les gens vont avoir l'info. Fait que cool ça. Écoute, merci Steven pour ton temps. Je pense que, en tout cas, moi j'ai appris bien les affaires. Puis j'espère que ça va aider bien les hommes, puis des femmes peut-être qui vont comprendre leur homme aussi. Oui, exactement. Les conjointes, ils poussent les gars, va donc te faire tester, va donc te faire prendre en charge parce que t'as tous ces symptômes-là, c'est juste que tu t'en rends pas compte. Oui, exactement. Fait que merci encore pour ton temps, puis merci à tout le monde qui ont pris le temps d'écouter le podcast. On laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, puis on s'abonne à la chaîne YouTube, puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.